Cette histoire est l'une des plus grandes injustices, à mon sens, du début du XXIe siècle. Edwige Alessandri, 42 ans, elle est soupçonnée du meurtre de son mari. Et aussi une erreur judiciaire hors du commun. Je me demande comment ils ont pu penser ça, quoi. Je veux dire, ils sont allés au bout de rien du tout. C'est l'histoire d'une femme qui a été condamnée à tort pour le meurtre de son mari. Je vais vous expliquer en détail l'affaire Edwige Alessandri. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 2000, on est à Pernes-les-Fontaines, un petit village du Vaucluse. Richard Alessandri est tué dans son lit d'un coup de fusil, et sa femme, qui est allongée à ses côtés dans le lit, est réveillée par le bruit du coup de fusil et entend directement un homme dans sa chambre dire « Merde, le coup est parti, tirez-vous ». Quand le coup de feu est parti, le gars a dit « Merde », mais c'était un merde de regret, je sais pas si on peut dire ça, mais je veux dire, c'était pas ils étaient pas venus pour ça, quoi. Je veux dire, ils étaient pas venus pour tuer Richard. Edwige Alessandri part dans la salle de bain avec le téléphone et appelle le SAMU. Cet appel est enregistré et en fait là va naître un quiproquo parce que elle va dire des gens sont venus chez moi, j'ai peur, mais il y a de la friture sur la ligne, l'opérateur du SAMU entend très mal et donc du coup quand il raccroche et qu'il appelle à son tour les gendarmes et les pompiers, il va dire une femme a tué son mari. Et donc tous les gens qui arrivent sur place arrivent avec cette idée en tête, une femme a tué son mari, et très vite, chez eux, cette idée va se changer en conviction profonde. 17 juillet 2000, c'est ici, chez lui, à Pernes-les-Fontaines, dans le Vaucluse, que Richard Alessandri, 42 ans, propriétaire de l'Intermarché, est tué dans son sommeil. Et donc, ils vont s'efforcer, non pas de chercher les éléments qui mènent à la vérité, mais ils vont s'efforcer de prouver leur théorie. Alors que sur place, il y a la fenêtre qui a été retrouvée ouverte, des traces de pas dans le jardin. Ces traces de pas, c'est important de le dire, elles n'appartiennent à aucune chaussure de la maison. À côté de ces traces de pas, il y a 2 mégots avec un ADN appartenant à un homme inconnu, qui ne correspond pas à un individu de la maison. Tout ça, ils le laissent de côté. Quelque part, les éléments concrets, ils ne les ont pas, mais ils sont tellement persuadés qu'elle est coupable qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font, à savoir qu'ils manipulent des faits. Je me demande comment ils ont pu penser ça, quoi. Je veux dire, ils avaient tous les éléments pour aller plus loin, pour chercher ailleurs que ma piste, enfin il me semble. Je veux dire, ils sont allés au bout de rien du tout. Edwige Alessandri va être condamnée 3 fois par 3 cours d'assises, en première instance, lors de son premier procès en appel et lors de son second procès en appel. À chaque fois, les jurés qui ont eu à se prononcer sur sa culpabilité ont eu accès uniquement à l'enquête originelle, donc celle du juge originel et des gendarmes, qui est en quelque sorte un miroir déformé de la réalité. Donc, tout le monde a été un peu blousé dans cette histoire jusqu'à présent. Comment vous êtes retrouvé à enquêter sur cette affaire ? En fait, je dirais que je suis entré dans ce dossier par différentes couches. J'ai moi-même, avec ma famille, été victime de ce qu'on appelle un homejacking ou d'un cambriolage. Et donc, en fait, d'entendre qu'une histoire similaire serait arrivée à quelqu'un, ça a résonné en moi. J'ai eu la chance d'entrer dans ce dossier par la contre-enquête de la police judiciaire. Du coup, je découvre cette affaire par sa contre-enquête, qui est très bien faite, et donc je me dis « Waouh !» on sait qui c'est en fait. Il y a une pièce essentielle dans cette affaire, ce sont les 2 mégots. Pourquoi ? Parce qu'ils sont trouvés pile devant les fenêtres de la maison, fenêtres du salon, fenêtres des 3 chambres. Il y en a 2, fumés par le même homme, même ADN sur les 2 mégots. C'est quelqu'un qui, possiblement, est le guetteur, qui patiente à un endroit stratégique pour observer toute la maison. Ensuite de ça, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi centraux, ces 2 mégots ? C'est que les gendarmes et le juge vont faire quelque chose d'à peine croyable, c'est qu'ils ne vont pas mettre l'ADN qu'ils ont trouvé sur les mégots au fichier automatisé national des empreintes génétiques. Ça veut dire que normalement, c'est même pas une question, c'est une faute de procédure. Ils ne le font pas. Ces mégots, finalement, c'est un pavé sur le chemin de la vérité qu'on ne peut pas cacher. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous amène tout droit à ce qui s'est passé. C'est la preuve des preuves, en plus, l'ADN. Donc comme en plus elle est corroborée par des témoignages, c'est quelque chose d'extrêmement central. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon livre tout simplement Les 2 mégots. Edwige Alessandri aujourd'hui est toujours considérée par la justice française comme coupable du meurtre de l'homme qu'elle a aimé, Richard Alessandri, son ex-mari. Elle s'est juré une chose, c'est qu'elle serait innocentée. Et donc le but de mon livre, c'est de l'aider à ça. Edwige Alessandri a des ressources incroyables. Elle a une force de caractère gigantesque. Elle a toujours refusé d'être écrasée. Quand on se trouve à sa place, mais comment on fait pour ne pas se supprimer, ne pas avoir envie de quitter cette vie qui est si injuste ? Et d'ailleurs, elle y a songé, elle le dit, elle est transparente. Mais elle a vraiment une force de caractère hors du commun. Et elle est toujours là, et elle veut toujours se battre. Et la vérité, c'est que je pense qu'elle va finir par triompher. Ce que ça dit de notre société, c'est qu'il faut apprendre à reconnaître ses erreurs. Et donc aujourd'hui, la justice a commis une erreur incommensurable. Elle est toujours
en capacité de la réparer, et si elle veut en sortir grandie, elle doit le faire, tout simplement.